Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Clerc, conférencière, formatrice, superviseure et coach certifiée. Elle a créé le Club des hypersensibles, qui est un programme pour apprendre à apprivoiser ce don et devenir un leader empathique. Alors nous allons parler aujourd'hui ensemble des relations toxiques que nous pouvons avoir avec les autres, mais également avec soi-même. D'ailleurs, ce type de relation peut concerner les personnes qui ont une sensibilité assez élevée ou qui sont très empathiques. Bonjour Sophie, je suis vraiment ravie de réaliser cette interview avec vous. Bonjour Sophie, Oui. ravie également. C'est vrai que j'interviewe pas mal de Sophie, c'est assez curieux. Alors à chaque fois, je suis perturbée, je me dis tiens. Alors, avant de débuter, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel? C'est le mot qu'on utilise parfois pour me définir, c'est l'empathie. C'est ce qui me définirait, je pense, le plus simplement. Déjà par, je pense, les aptitudes naturelles. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'inné dans le fait d'être plus empathique que la moyenne. L'empathie est le propre de l'être humain. Ceux qui en sont totalement dépourvus sont dans le spectre de la psychopathologie. Par mon parcours de vie, ayant déménagé 23 fois, ayant vécu dans plusieurs pays, changé de classe en cours d'année, j'ai, je pense, dû développer ça encore plus pour pouvoir m'intégrer en fait dans les différents endroits, les différents milieux socio-professionnels que j'ai côtoyés, les différentes cultures internationales. Et donc, du coup, cette aptitude s'est encore plus renforcée au fur et à mesure des années, puis évidemment dans mon métier de coach. Évidemment. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, à quoi peut-on reconnaître une relation toxique qu'on peut entretenir avec quelqu'un, en fait, avec quelqu'un de son entourage, que ce soit d'ailleurs professionnel, familial, amoureux, peu importe? Alors, l'indicateur principal pour savoir si cette relation est toxique ou pas, c'est que à chaque fois qu'on va côtoyer cette personne ou qu'on va interagir avec elle, que ce soit par écrit, par oral ou visuellement, on va se sentir un peu dépossédé de sa puissance intérieure, un peu affaibli, un peu plus fatigué à la fin qu'au début. Mais qu'en même temps, il y a quelque chose un peu d'impossible à retenir dans l'envie de continuer à connecter avec cette personne. Et selon vous, même si ça peut concerner en fait tout le monde, tout le monde peut être concerné par une relation toxique, mais pourquoi en fait, pour quelles raisons ça peut concerner plus facilement, en tout cas, des personnes qui ont une sensibilité assez élevée ou plus élevée que la moyenne, manière de parler, ou justement des personnes très empathiques? Eh bien, justement, parce que c'est comme s'il y avait un curseur, vous voyez, sur une échelle. L'empathique va, lorsqu'il n'est pas dans sa puissance intérieure, parce que ça, c'est vraiment un distinguo qu'il est important de faire. L'empathique, dans sa puissance intérieure, il va avoir ses racines, il va avoir ses ailes, il va être déployé, et les gens vont pouvoir utiliser ces fruits quelque part de l'empathie et bénéficier de ça sans que l'empathique se sente dépossédé de quoi que ce soit. Un arbre, quand ses fruits sont mûrs, il les donne. Il n'y a pas de dépossession de ce qu'il est, de son essence profonde. Alors qu'un empathique qui a appris en plus un conditionnement de la société, parfois judéo-chrétien, parfois voilà, dans différentes cultures, la culture du don de soi, la culture du faire plaisir, la culture de les besoins des autres sont importants et t'occuper de tes propres besoins est égoïste et tu iras, tu auras un mauvais karma quelque part ou carrément tu iras en enfer si tu es trop centré sur toi. Et bien donc l'empathique qui, bizarrement, introjecte beaucoup plus ces messages que quelqu'un qui l'est moins,
alors qu'il a déjà cette tendance à être hors de lui, à s'occuper des autres, eh bien, va le faire 10 fois plus. Et là, on voit qu'il se déséquilibre et qu'il a tendance à mettre le curseur sur les autres plutôt que sur lui. Alors qu'un curseur qui est bien placé est un curseur qui est entre les deux, c'est-à-dire être capable de s'occuper de soi, d'être dans sa puissance intérieure, tout en respectant les autres et tout en contribuant pour les autres. Mais quand la contribution pour les autres prend toute la place au détriment de la contribution pour soi et de cette capacité à ancrer ses racines et à déployer ses branches pour pouvoir créer ses fruits, eh bien en fait, on ne donne plus ses fruits, on donne sa sève. Et quand on fait ça, eh bien, on va tomber dans ce que j'appelle l'horizontalité de l'hypersensible hyperempathique. On va se plier en quatre, on va donner de soi et on va du coup attirer des personnes qui vont être en dépendance à ce don. Donc nous allons être dépendants des autres, puisqu'en fait, c'est vraiment tout notre monde qui est organisé pour donner aux autres. Et on va attirer des gens qui vont être dépendants de ce don qu'on leur propose. Et en fait, ça ne nous permet jamais, parce que ça continue de nous affaiblir. Donc, on s'affaiblit déjà en donnant de notre sève, mais ils prennent encore plus. Et en fait, on n'arrive jamais à se redresser. Et voilà pourquoi les hypersensibles hyperempathiques ont tendance à co-alimenter, à co-créer des relations qui ne sont pas saines et qui créent de la codépendance. Et justement, par rapport à vos propos, il y a vraiment ce manque d'écoute de soi, en fait, quelque part. On se coupe, en fait, quelque part de soi, de ses besoins, etc. Pour l'autre, en fait, c'est vraiment cette mécanique, cette dynamique-là, en fait, qu'il y a derrière les relations toxiques, finalement, pour pouvoir les détecter, en fait. Je me dis, c'est un des indicateurs, en fait. L'indicateur, ça va être en général la fatigue, le burn-out, le sentiment de dépression. Moi, j'appelle ça les BADS, B-A-D-S en entreprise, burn-out, arrêt de travail, dépression. Et puis, malheureusement, ça peut aller jusqu'au suicide. Là, j'ai 2 mamans qui m'ont contactée avec des jeunes hypersensibles qui ont fait des tentatives de suicide. Donc, c'est vraiment à prendre très, très, très au sérieux. Oui, quand on n'a pas l'éducation, le programme, voilà, parce que faut pas culpabiliser les parents, mais quand on n'a pas le programme de répondre à nos propres besoins, soit parce que nos propres parents ne s'occupaient pas de leurs propres besoins et donc en mimétisme, nous ne l'avons pas appris, ou parce que c'est mal dans la société dans laquelle on a été élevé de s'occuper de ses propres besoins, et bien quand on ne sait pas s'occuper de nos propres besoins et qu'on est empathique, c'est-à-dire que naturellement on va s'occuper des besoins des autres, clairement ce déséquilibre il se fait très très vite. Alors je ne sais pas si c'est un indicateur parce qu'il faut déjà, je trouve, avoir un peu de compréhension, de conscience de soi, de développement personnel pour arriver à voir est-ce que je prends soin de mes besoins, quels sont mes besoins. Il y a plein de gens qui ne savent pas répondre à la question quels sont mes besoins. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Parce que je me suis dit, pendant que je formulais la question, je me suis dit, mais je pense qu'il y a une étape intermédiaire, c'est finalement l'observation, en fait. Déjà, s'observer, comme vous dites, par des indicateurs. Tiens, après avoir vu telle personne, je me sens fatiguée ou je me sens vidée. Ça arrive parfois qu'on me dise, oh là là, j'avais la niaque et tout d'un coup, je me sens... Voilà, il n'y a pas de terme, c'est ce qu'on ressent, cette espèce de vide énergétique, en fait, c'est ça, en fait. D'abord, ça passe par l'observation, en fait, quelque part de soi. Ah oui, alors j'aime beaucoup ce que vous dites. En fait, moi, je travaille avec la méthode de coaching Aigle, qui est une approche intégrale, une approche intégrative globale, long terme de l'être. Et donc, c'est d'intégrer toutes nos parts et de ne pas vouloir se séparer de parts de nous. Et cette méthode commence vraiment par l'observation, par créer même une instance d'observation de soi, comme une petite caméra extérieure qui permettrait d'observer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et de pouvoir un peu comme si on était le chef d'entreprise, comme si on était le chef d'orchestre, parce que cette instance, elle existe en nous, cette instance d'observation, c'est ce que j'appelle le grand moi ou la conscience supérieure. Et cette conscience supérieure, elle peut observer toutes les parts qui souffrent, toutes les parts qui ne s'aiment pas. Et le fait de pouvoir observer tout ça et nos comportements, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de créer de la modification. Peut-on modifier quelque chose que nous ne voyons pas? Non. Donc, on
ça commence effectivement par être capable d'avoir cette conscience supérieure de soi et d'observer ce qui se passe en nous et d'observer nos comportements et nos aptitudes automatiques, on va dire. On croit souvent que c'est ce que nous sommes, alors qu'en fait, c'est ce que nous sommes en tant qu'êtres conditionnés qui avons engrangé des aptitudes automatisées. Et en fait, tant qu'on ne l'observe pas, on n'est pas capable d'avoir une action dessus. Il est possible de modifier nos automatismes et nos réflexes, mais pour ça, il va falloir mettre de la conscience supérieure là-dessus. Ouais, effectivement, sortir, comme vous dites, c'est une très belle image de ce mode automate, en fait, quelque part. C'est déporter son regard et oui, je trouve que c'est très beau, l'image de la caméra extérieure. Ouais. Ouais, effectivement. Et, euh, La caméra, elle est à l'extérieur, mais elle voit aussi les éléments extérieurs. Parce qu'à l'extérieur, elle observe nos comportements. À l'intérieur, elle observe tous nos phénomènes intérieurs, nos pensées notamment, qui sont les premières choses à observer, nos émotions et puis nos sensations corporelles qui nous donnent pléthore d'informations sur ce qui se joue pour nous. Et d'ailleurs, c'est vrai que justement, quand on va parler de pensée, ça me fait rebondir justement, qui fait le lien avec là où je voulais aussi aller. C'est est-ce que le fait d'accepter l'inacceptable, parce que c'est quand même parfois ça dans des relations toxiques, c'est qu'on en arrive à accepter l'inacceptable, et est-ce que ça ne reflète pas finalement notre rapport vis-à-vis de soi, en fait. C'est comme pour nos pensées, en fait. Finalement, le fait de ne pas se faire respecter par l'autre, on vient à se poser la question, est-ce qu'on se respecte soi-même, en fait? Donc, il y a cet effet miroir, en fait. Je me dis, est-ce que les rapports qu'on entretient avec les autres, qui peuvent être parfois justement toxiques dans le sens où ils nous vident d'un point de vue énergétique, donc nous emmener jusqu'au burn-out, voire effectivement, malheureusement, ça arrive au suicide, est-ce que c'est pas, il n'y a pas voilà, un effet miroir par rapport à notre propre relation, par rapport à soi-même? Alors, merci aussi d'aborder ce sujet qui est fondamental. Clairement, on va laisser aux autres, on va autoriser les autres à nous traiter de la manière dont on autorise nos instances intérieures à nous traiter aussi. J'aime bien parler de nos instances intérieures plutôt que de nous-mêmes pour pouvoir mieux observer justement qu'il y a comme ça différentes parts en nous et certaines qui sont toxiques envers nous-mêmes et qu'il y a donc des relations à l'intérieur de nous aussi. Sans dire qu'on est schizophrène. Non, non. Mais bon, la psychologie, depuis Freud, admet qu'il y a ces différentes parts, et notamment la part qui crée la relation la plus toxique, c'est celle que j'appelle le juge intérieur. C'est ça, ouais. Et le juge intérieur, c'est ce que Freud appelait le surmoi. Aux États-Unis, on l'appelle the super ego ou the inner critic. Et en fait, ce critique intérieur, il croit nous aider et donc on crée vraiment cette relation de codépendance avec lui. Parce qu'on a l'impression, comme un parent normatif qui nous dirait ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça, que c'est ce qui va nous garantir l'acceptation dans le groupe, l'acceptation dans la société et qui va nous protéger du coup. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'ancestral là-dedans et c'est important de le rappeler. L'être humain, il a des réflexes archaïques qui sont et qui étaient vrais à une certaine époque, qui sont que si je suis rejetée par mon groupe d'appartenance, eh bien, je vais mourir. Je n'aurai plus la capacité à me nourrir, je n'aurai plus la capacité à vivre, tout simplement. Alors déjà, l'enfant peut ressentir ça, puisque si ses propres parents le rejettent, eh bien, il n'a pas de moyen de survivre par ses propres moyens. Mais il y a cet aspect archaïque où, dans les tribus ancestrales, si on est rejeté par la tribu, nous ne sommes plus rien et nous ne pouvons pas survivre. Or, aujourd'hui, et on le voit à tous les niveaux, on peut sortir d'un groupe et intégrer d'autres groupes. Et donc déjà, ça, c'est quelque chose à comprendre dans notre conscience supérieure, dans l'époque dans laquelle nous vivons. Nous pouvons être rejetés par un groupe et nous n'allons pas mourir. Nous allons pouvoir appartenir à d'autres groupes. Et c'est ce qui se passe pour toutes les minorités. Ça a commencé avec les homosexuels. Bon, il y a eu bien sûr les femmes. Il y a eu... maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de formalisation de ces minorités et qui arrivent à se rassembler dans d'autres groupes et donc à créer des groupes de soutien, des groupes de partage, des communautés qui ne sont pas les communautés d'origine. Donc, il y a quelque chose à apaiser comme ça au niveau de notre système nerveux sur le fait qu'en étant plus nous-mêmes,
on ne va pas mourir parce qu'on peut être rejeté par notre environnement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Mais quoi qu'il en soit, le juge intérieur, il s'est érigé pour ne pas qu'on soit rejeté par notre propre communauté. Et ce sont les messages introjectés de notre communauté d'appartenance d'origine. Donc attention de ne pas y croire. Parce que c'est comme un disque rayé qui répète toujours les mêmes choses, qui sont ces messages introjectés de notre enfance, qui viennent de notre culture d'origine, qui viennent de nos parents d'origine, avec leur culture à eux. Et ça peut nous protéger d'une certaine manière, mais à un moment donné, et ce que vous disiez est tellement juste, c'est d'observer qu'est-ce qui nous raconte ce juge intérieur et voir qu'est-ce qui me sert aujourd'hui, qu'est-ce qui me dessert aujourd'hui. Il y a des choses qui sont intéressantes dans ce qu'il dit, puisque c'est toute notre capacité à être en société, à être des êtres sociaux qui n'allons pas tuer quelqu'un qui nous gonfle, qui n'allons pas faire nos besoins dans la rue quand ça nous prend. Donc, il y a toute la construction sociale qui vient de ce juge intérieur, et celle-là, elle est très bien. Enfin, elle est très bien, elle est nécessaire, mais les hypersensibles, hyperempathiques vont en général, je dis bien en général parce que je n'aime pas génériser, avoir un surcroît de juge intérieur. Et c'est là que ça devient toxique, c'est là que le juge intérieur va commencer à nous brimer, nous empêcher de nous exprimer. Non, ça ne se fait pas de prendre la place, tais-toi, reste à ta place, ne brille pas, tu vas déranger les autres, tu gênes les autres. Et alors tous ces messages-là font que nous déployons pas tout simplement et nous partons dans cette horizontalité dont je parle et nous n'arrivons pas à être dans cette verticalité qui nous permet de nous ancrer, d'être dans notre authenticité et d'offrir les fruits naturels qui sont les nôtres et avec lesquels on est venu sur Terre, quelque part, nos talents naturels. Souvent, ça nous bride nos talents naturels. Ouais, parce que je pense effectivement, nous avons tous des talents. D'ailleurs, nous avons fait à l'époque un épisode avec Saverio sur Je développe mes dons, mais c'est vraiment ça. On a tous des talents, mais effectivement… Moi, je parle même de révéler ces dons, plus que de les développer. Exactement, tout à fait. Bien sûr, il y a un côté développé parce qu'il y a de la compétence à acquérir par la pratique, mais d'abord, il faut les révéler. Il faut d'abord les révéler, c'est toujours pareil. En fait, il y a le point de départ, c'est un peu comme l'observation, et après, une fois qu'on s'observe, on peut mettre effectivement de l'action pour faire évoluer telle ou telle chose. Et d'ailleurs, je me demandais, il y a une idée qui me vient par rapport à ce juge intérieur. Est-ce que justement, le moyen de le détecter, entre guillemets, c'est pas aussi une forte fatigue? Est-ce que c'est pas pareil finalement? Parce que parfois, on peut avoir des pensées qui sont toxiques, justement, qui nous auto-sabotent. On s'en rend même pas compte. On peut avoir, par exemple, ce qui me vient là, c'est par exemple, on peut avoir un élan du cœur pour quelque chose, et tout d'un coup, il y a un truc qui se passe, une voix intérieure qui parle, et ça retombe direct, quoi. Est-ce que c'est pas des manifestations, justement, de la présence de ce fameux juge intérieur? Oui, alors bien sûr, la fatigue peut vous donner l'indication, et c'est super. C'est super de se sentir fatigué parce que vous pouvez vous poser avec un stylo, un papier, vous dire quelle est l'histoire que je me raconte là? Qu'est-ce que mon juge est en train de me raconter? Mais il y a d'autres indicateurs. Ça peut être la colère, ça peut être la peur, ça peut être une suranxiété, une tension, tout ce qui va être de l'ordre de l'inconfort. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est le juge intérieur, parce qu'il y a des anxiétés ou des peurs qui sont tout à fait adaptées, on va dire. Mais c'est intéressant d'aller regarder si le juge intérieur est à l'œuvre quand on ressent ce panel d'émotions. Ouais, donc ça revient en fait finalement à observer nos pensées, quoi, la qualité de nos pensées, j'allais dire. C'est un petit peu ça, voir si elles nous plombent ou si au contraire elles nous font avancer, quoi, en quelque sorte. Elles nous énergisent. Oui, aujourd'hui, les neurosciences le montrent extrêmement bien. Hein. On a un stimulus extérieur. Et puis, avant que ce stimulus amène notre réaction, je vous fais le schéma parce que normalement, j'ai un schéma dans la tête que je fais pour mes coachés. Donc, il y a un stimulus extérieur. Il va y avoir notre réaction à ce stimulus. Et entre les deux, il y a notre système d'interprétation, notre structure d'interprétation de la vie. Et cette structure d'interprétation de la vie, elle se construit au fur et à mesure de nos expériences. Et l'hypersensible, comme il a des expériences très intenses, il va créer ce qu'on appelle des autoroutes neuronales, donc des chemins synaptiques dans notre cerveau, qui vont amener à des réactions récurrentes. Et ces réactions récurrentes vont amener à des automatismes dont on parlait tout à l'heure. Mais notre automatisme n'est pas, une fatalité. Il y a cette structure d'interprétation qui se passe entre le stimulus et notre réaction,
comme par exemple en voiture, on le voit, quelqu'un va nous klaxonner. Moi, je n'ai pas la même réaction que mon mari, par exemple. Moi, j'ai appris à utiliser tous les outils que je transmets, donc les 5D, donc déjà, premièrement, me distancier avec avoir une forme d'atténuation de ce stimulus violent extérieur, prendre de la distance, ne pas le prendre personnellement, ensuite décider d'avoir une réaction sereine par rapport à ça, de ne pas l'intérioriser. Mon mari, qui n'est pas hypersensible pourtant, lui va toujours avoir une réaction violente et on en a beaucoup parlé. C'est vraiment le seul truc où il n'arrive pas forcément à travailler dessus, mais il va systématiquement contre-attaquer. Voilà, donc on voit bien dans cet exemple que ce n'est pas le stimulus qui crée notre réaction, c'est comment ça se passe à l'intérieur de notre structure d'interprétation de notre système. Et cette structure d'interprétation, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir dessus, et notamment en apaisant son juge intérieur, en observant ces autoroutes neuronales, comment elles ont été construites au fur et à mesure de la vie, en empruntant de nouveaux chemins que j'appelle des chemins de traverse, où là, c'est des broussailles, il faut passer par un truc assez... être un pionnier en fait de la création de ce nouveau chemin, et à force de l'emprunter, comme un chemin de traverse, en fait, ça va petit à petit, on va piétiner les herbes et on va recréer petit à petit d'autres autoroutes. Donc on peut avoir des réactions différentes. Effectivement, c'est ça, c'est pour en fait intégrer un changement, parce qu'effectivement, la bonne nouvelle, on peut changer. Il y a vraiment cette idée par la répétition, en fait, j'allais dire, de rééduquer, manière de parler, en tout cas de reconditionner autrement, plus à notre, j'allais dire, plus en phase avec notre propre authenticité, notre propre singularité, en fait, c'est ça finalement. Parce qu'en fait, ça passe par le stade, comme vous disiez, déconditionnement, et c'est d'ailleurs quelque chose moi-même que j'ai vécu dans ma phase de reconversion professionnelle. J'ai dû me déconditionner à un moment donné de mes croyances, de tout ce conditionnement que j'ai pu ingurgiter, pour justement après me reconditionner, entre guillemets, mais autrement, plus en phase avec, comme vous dites, l'axe, quoi. La puissance intérieure, ou ce que j'appelle l'empathie verticale. Ouais, l'empathie verticale. Pour les hypersensibles, hyper-empathiques. Complètement. C'est vraiment le chemin du coaching, en fait. Ce qu'on est en train de décrire, c'est comment choisir quel conditionnement on décide de garder, parce qu'il y en a une grande partie qui sont bons. D'ailleurs, on ne va pas complètement supprimer les autres conditionnements. On va les garder disponibles. Parfois, vous savez, même les hypersensibles, hyper-empathiques, ils peuvent avoir certaines réactions vives. Parfois, c'est utile de les garder et d'avoir le choix. Pour moi, le coaching, c'est on ne recouvre pas les autoroutes existantes, on en crée des nouvelles. Donc, ça crée comme de nouvelles cordes à notre arc, comme de nouvelles possibilités. Oui, je peux réagir vivement et je peux réagir sereinement. J'ai le choix. Ce qui va être plus difficile, c'est quand je subis. Et c'est ça l'empathie horizontale, c'est je subis, je ne sais pas faire autrement. L'empathie verticale est ce qui va nous permettre de déployer notre potentiel qui était là et de le révéler, c'est d'avoir le choix de nos réactions à chaque instant et de ne pas être un pantin de l'existence, de devenir vraiment un sujet plutôt qu'un objet. Et pour ça, il faut faire tout le chemin dont on vient de parler, observer ce qui se passe à l'extérieur de nous et en nous, et se donner de nouvelles compétences de réaction par la pratique de nouvelles façons d'être, par la compréhension de nouveaux phénomènes, par le reconditionnement à d'autres façons d'être. Et ça passe parfois par changer d'environnement relationnel, changer de communauté, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais évidemment, ce qui est hyper intéressant, c'est d'aller d'abord observer les relations toxiques qui vont nous plomber, parce que celles-ci, elles nous empêchent de nous relever. C'est vraiment j'aime beaucoup votre sujet d'aujourd'hui, parce que c'est le début, en fait. Le début, c'est d'arrêter d'être épuisé. C'est comme si nos relations toxiques, qu'elles soient à l'intérieur de nous ou avec les autres, c'était des drains de notre énergie, c'était des fuites, on est une passoire. Et en fait, il faut colmater ces brèches-là pour pouvoir remplir notre réservoir et être dans cette capacité à donner. À l'intérieur de nous, il y a la relation toxique avec notre juge intérieur, mais c'est intéressant aussi de regarder toutes les instances. Moi, je parle d'être le chef d'entreprise, de son conseil d'administration. Il y a parfois l'enfant soumis, qui entretient la relation toxique avec le juge intérieur. Il y a l'adolescent rebelle
qui a été traumatisé, entre guillemets. Les hypersensibles, ils ont cette tendance à être un peu plus traumatisés facilement que les autres. Les choses les marquent au fer rouge. Donc parfois, on les a privés de liberté à un moment, ça a été extrêmement douloureux ou inconfortable, et bien après, ils ont une tendance à ne plus supporter l'injustice et avoir des réactions de colère, ou alors ils ont appris ce que j'appelle le phénomène bunker-grenade, à se protéger, et puis quand on vient les chercher un peu trop à cet endroit-là, ils balancent des grenades et ils deviennent agressifs. Voilà, toutes ces observations de nos instances intérieures vont avoir une utilité pour pouvoir ensuite avoir du choix et avoir de la puissance sur nous-mêmes. Et je rebondis vraiment là-dessus, sur cette notion de choix, en fait, parce que justement, quand on est dans une relation toxique, on n'a plus le choix, en fait. On est complètement soumis à une situation, et ça, que ce soit des relations toxiques avec les autres, ou même une relation toxique avec soi-même, parce qu'on s'asservit, entre guillemets, comme vous le dites, à une espèce de choses supérieures, entre guillemets, et c'est justement revenir à ce choix, en fait, ce libre arbitre, quelque part, qui soit justement en phase avec notre authenticité. Ouais, c'est vraiment... ouais. Et oui, et comment arriver à ça? C'est d'arrêter de s'identifier à toutes ces parts à l'intérieur de nous et de s'identifier à cette conscience supérieure dont je parlais. Parce qu'elle est là aussi. Et donc, c'est-à-dire, et l'instance d'observation va nous aider à ça, parce que dès qu'on se place en observateur du système, on s'identifie à la conscience supérieure puisqu'on voit tout le reste. Et on prend de la distance. Et ça, c'est vraiment dans les 5D qui nous permettent de nous redresser dans notre puissance intérieure, c'est vraiment se distancier, c'est la première des choses. Et donc, cette distance va nous permettre tout d'un coup de nous identifier à cette conscience supérieure, celle qui est reliée à tout, celle qui est sereine, celle qui peut observer les autres avec beaucoup d'empathie. Et c'est là, attention, parce que parfois, certains confondent la conscience supérieure et le juge intérieur. Et la conscience, comment on reconnaît si on est identifié à l'un ou à l'autre? Dans un cas, on se juge, dans l'autre cas, on est comme une mère bienveillante envers toutes ces parts-là, et on essaye de commencer à créer comme un dialogue intérieur pour apaiser les tensions, pour apaiser les tiraillements, et on se parle tous en communication non violente. C'est vraiment un outil ultra puissant pour les hypersensibles hyper empathiques. Et on va trouver un moyen que tout le monde puisse trouver son compte. Et notamment l'enfant soumis, par exemple, il a peut-être des choses à dire, il a peut-être envie d'exprimer son authenticité, de plus s'amuser. Quand on a un travail man, par exemple, qui a cette valeur travail qui est introjectée, il faut travailler, le travail, c'est la santé. Et bien, l'enfant soumis, il va peut-être à un moment donné, par sa tristesse, par sa déprime, exprimer le fait que ça ne lui va pas, et la conscience supérieure peut à ce moment-là lui donner voix au chapitre et lui demander qu'est-ce qu'il aurait envie de faire, et trouver des compromis comme ça entre nos différentes parts. Et avant de terminer, il y a un mot qui m'a interpellée, c'est vraiment ça, cette bienveillance, en fait. C'est s'apporter de la bienveillance. Et justement, comment on peut faire pour tout doucement intégrer ça? Parce que c'est ça aussi le pont. Quand on a l'habitude de beaucoup se critiquer, de beaucoup se juger, bon, il y a effectivement la phase, comme vous dites, d'observation, d'en prendre conscience, c'est très important. Mais justement, pour apporter de la bienveillance, pour j'allais dire, diminuer sa voix, en quelque sorte, le volume de sa voix. On peut faire. Alors, il y a beaucoup d'outils. C'est vrai que dans nos programmes, moi, ça fait 20 ans que j'explore tous les outils qui peuvent exister. J'ai vraiment essayé tout ce qui est passé sur ma route, que ce soit des courants thérapeutiques, des thérapies comportementales, des thérapies psychanalytiques, du coaching motivationnel, du coaching exécutif pour les cadres dirigeants, management, leadership. Vraiment des retraites en silence, des retraites pas en silence, la méditation, tous les courants de méditation, le MDR, le FT, bref, vraiment la Gestalt. J'ai tout essayé, enfin essayé tout ce que j'ai trouvé en tout cas, même le chamanisme. Mais en fait, c'est assez simple finalement ce qui fonctionne. Vous l'avez hyper bien dit, c'est d'abord d'observer ces messages toxiques qu'on peut s'envoyer, ce juge intérieur qui va nous critiquer, ce critique intérieur. Comment on est dur avec soi, comment on est violent avec soi, à partir du moment où déjà on nie
notre authenticité, notre réalité, où on critique notre physique, par exemple. Hein, vous regardez dans la glace, vous critiquez ça. Critiquer ce qui y est toxique. Et donc, la première étape, c'est vraiment d'observer à quel point nous sommes violents envers nous-mêmes. Ensuite, pour pouvoir appliquer cette empathie que nous avons pour les autres à nous-mêmes, c'est à chaque instant de se demander qu'est-ce que ferait une mère bienveillante envers nous-mêmes. D'essayer d'endosser un rôle soutenant, maternant, plutôt qu'un rôle de coup de pied aux fesses. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne faut pas se proposer à soi-même des chemins d'évolution et de changement, parce que ça peut relever un petit peu parfois de se bousculer, de bousculer sa zone de confort. Mais comme on accompagnerait un petit enfant à marcher, est-ce qu'on va crier sur un enfant qui commence à marcher? Un enfant, on va lui casser son élan naturel du plaisir d'apprendre à marcher. En fait, on a ces élans naturels d'apprendre et à changer. Un enfant, il tombe 2500 fois, je crois, avant de marcher. Donc, il le fait naturellement. Si vous lui criez dessus, que vous le mettez debout, que vous le forcez, eh bien, en fait, vous allez créer tout à fait l'effet inverse. Donc, de se rendre compte de cette possibilité de se traiter comme son propre parent. Ensuite, il y a plein d'outils qui permettent de reprogrammer nos conditionnements, nos schémas. Moi, j'aime beaucoup l'épigénétique que j'utilise. Ça va être vraiment par des phrases qui vont venir déjouer nos mécanismes inconscients et qui vont venir réimplanter beaucoup plus de bienveillance avec des formulations en communication non violente envers nous-mêmes. Voilà, après, il y a tout un tas d'outils. Mais pour moi, de mon expérience, ça passe par trouver une personne à l'extérieur de nous qui va nous parler comme ça et qui va parler comme ça à toutes nos parts et qui va accueillir inconditionnellement et intégralement toutes ces parts de nous que nous n'aimons pas. Et par l'exemplarité, c'est souvent ce que nos parents n'ont pas fait, malheureusement. Oui, c'est vrai. Et donc, on va trouver quelqu'un à l'extérieur de nous qui nous montre le chemin. Et quand on voit le chemin possible, on est capable de nouveau d'introjecter cette nouvelle façon d'être. Ça me fait rebondir juste sur une pub qui est connue de Dove, je crois, où justement, elle est très belle, c'est très bien vu, parce qu'en fait, alors de tête, je ne me souviens plus trop, mais en gros, il y a des femmes, en fait, ils ont repéré ils avaient fait une enquête, je crois, auprès de femmes, bon, c'est par rapport à leur corps, justement, leur physique, et tout ce qu'elles se disaient devant la glace. Puis à un moment donné, en fait, on reproduit, je crois, les mots qu'elles peuvent se dire à elles devant le miroir, au sein d'un couple, je crois, si mes souvenirs sont bons. Bon, après, c'est assez inexact, mais en gros, je trouvais que c'était quand même incroyable. On est choqué de voir que des personnes se disent des mots affreux, alors que c'est des mots qu'on peut se dire à soi devant le miroir. Et je me dis, c'est pareil, ça me fait penser à cette exemplarité, en fait. Tout de suite qui m'a sauté aux yeux, en fait, par rapport à oui, je crois que je l'ai vu, cette pub, parce que ça me parle. En effet, c'est flou pour moi aussi. Effectivement, c'était... ils incarnaient par une autre personne, le juge intérieur. C'est ça. Et donc, en fait, et ça, c'est vraiment ce que je fais souvent dans mes coachings. C'est quand la personne, quand je lui dis, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous vous racontez? Comment vous vous voyez? Est-ce que vous pouvez me dire, ah ben, je me trouve vraiment nulle dans ce Alors, moi, j'accompagne beaucoup de cadres dirigeants, pas que, mais beaucoup. Donc, ben, je me suis trouvée vraiment nulle là dans mon management. Je lui dis, imaginez, je suis votre coach, et puis je vous dis, ah, mais vous avez vraiment été nulle là dans votre management. C'est terrible, hein. On va le dire. Ah ben c'est un peu violent. Je dis, mais c'est exactement ce que vous faites en fait. Et 15 fois par jour. Imaginez, je serai là avec vous tout le temps en train de vous dire ce que vous vous dites. Mais en fait, les résultats sur votre cerveau, sur votre système nerveux sont exactement les mêmes. Ouais. Et pour clôturer notre échange, quel serait votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est d'oser être soi et de s'aimer inconditionnellement. Et ça passe pas par se valoriser dans la psychologie positive, qui sont en fait finalement contre-productives, puisqu'elles vont créer des polarités inversées, elles vont créer des résistances. Donc, c'est plutôt d'aller observer avec bienveillance nos parts d'ombre, ce qui nous déplaît, et d'apprendre à l'accueillir, à l'apprivoiser, à l'embrasser, et in fine, là c'est le Graal, je ne voudrais pas culpabiliser les gens qui n'y arrivent pas, parce que c'est vraiment la quête de toute une vie, mais pour les hypersensibles, hyper empathiques en particulier, c'est de s'aimer
conditionnellement et intégralement, c'est-à-dire aimer nos parts que nous n'aimons pas. Hein, s'aimer, ça ne veut pas dire se regarder dans la glace et voir les belles choses de nous. S'aimer, ça veut dire se regarder dans la glace et regarder ce que nous n'aimons pas chez nous et passer suffisamment de temps, comme le Petit Prince le disait avec sa rose, le renard, passer suffisamment de temps pour s'apprivoiser. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on aime qu'on apprivoise, c'est parce qu'on apprivoise qu'on aime. Ouais, tout à fait. C'est ça le mot de la fin. Pour être dans sa puissance intérieure, il faut arrêter de, à l'intérieur de nous, créer ces scissions, créer ces tensions et vouloir comme ça prendre des parts de nous et les rejeter. Elles vont nous revenir à la tête comme un moment. Ouais. Intégrer toutes nos parts, intégrer nos réactions qu'on n'aime pas, essayer de les comprendre plutôt que de les juger. Et petit à petit, le fait d'accueillir tout ça va nous permettre de créer des changements. Sinon, on va créer de la résistance. Donc voilà, le mot de la fin, c'est aimez-vous et vous pourrez être dans votre puissance intérieure et mieux aimer les autres, contribuer pour les autres, parce que l'hypersensible, hyper-empathique, il a souvent une mission qui est d'accompagner les autres, d'aider les autres, mais dans une forme d'influence, de les influencer à faire ce qui est bon pour eux. Ouais. Mais donc, nous, comment pouvons-nous, nous, hypersensibles, hyper-empathiques, vouloir contribuer pour les autres si nous ne savons pas déjà faire ça pour nous? Exactement, effectivement. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, Sophie. Merci. Merci, Sophie. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et pour les gens qui nous écoutent en version audio, n'hésitez pas à partager l'épisode, à en parler autour de vous, à mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. En fait, ça me permet justement de monter dans les algorithmes et justement de permettre à d'autres de découvrir le podcast. À très bientôt.